Monsieur le ministre, cher public, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du collectif en conseil augmenté Weave, de la compagnie de Falsbourg, constructeurs, développeurs et promoteurs immobiliers, et en partenariat avec le journal La Tribune. Monsieur le ministre, vous avez survécu à l'apocalypse qui a balayé les éléphants socialistes en 2017 et esquivé les procès en trahison lorsque vous avez quitté la primaire de la gauche. Mais vous êtes là. Le réchauffement climatique se fait sentir. Il a balayé l'ancien monde pour laisser place au nouveau monde macroniste, et des bourrasques de colère sociale menacent à nouveau de vous emporter. Mais vous êtes encore là. En montant dans l'arche de Macron, vous avez échappé au déluge qui engloutissait la vieille politique, et aujourd'hui, lavé plus blanc que blanc, vous semblez aisément vous acclimater à cette anthropocène politique. Vous êtes toujours là. Mais quel genre d'animal politique êtes-vous ? Commençons par votre jeunesse militante et vos premiers engagements. Vous naissez en 1973 à Nantes, où vous grandissez avant de rejoindre Sciences Po. Votre parcours en politique commence dès vos 18 ans auprès de Brice Lalonde, alors porte-parole des Verts. Et déjà, vous mettez en avant son pragmatisme. Votre entrée dans le cénacle politique commence difficilement. En 1997, vous vous mesurez lors des législatives au baron déjà en place, Jean-Marc Ayrault, lequel vous écrase. Mais peu importe, le jeune loup poursuit son chemin en s'implantant localement et finit par être élu député en 2007, grâce à un accord entre le PS et les Verts. Serait-ce le début de la tambouille politique ? Le loup découvre l'Assemblée nationale et ses appétits s'aiguisent. Confortablement réélu en 2012, vous visez la tête du groupe écolo au Palais Bourbon, mais ces derniers, étant connus pour leur cohésion hors norme, se déchirent et l'accalmie n'arrive qu'en partageant le poste de président avec Barbara Pompili. Une première à l'Assemblée nationale. C'est à partir de 2015 que vous prenez vos distances et vous opposez aux classiques du parti, lesquels entreprennent une dérive gauchiste selon vous, en proposant des ententes aux élections régionales avec Jean-Luc Mélenchon. C'en est trop pour votre orientation de centre-gauche, vous quittez la meute et fondez votre propre parti écologiste, tout en restant dans le groupe des Verts à l'Assemblée. Déjà anti-système, mais pas trop. C'est en mai 2016 que vous évoluez et vous transformez en un nouvel animal, au moment où débute votre courte épopée avec les socialistes. Pragmatique, adaptable, vous rejoignez le groupe PS et participez à la primaire de la gauche, censé désigner un candidat unique, soutenu par tous les autres. Alors qu'Emmanuel Macron commence sa marche, vous, opposants, soulignez son absence de programme et son isolement. Il ne faut jamais parler trop vite. Le caméléon a en effet la capacité de changer de couleur selon l'environnement. Vous engagez dans cette campagne, proposez un programme écologique ambitieux, la légalisation du cannabis, la reconnaissance du vote blanc, mais terminé avec 3,82% des voix. Soit 12 fois plus que Jean-François Copé au même moment, quand même. Battu par Benoît Hamon à la primaire socialiste, vous reniez alors votre engagement de le soutenir et trouvez une nouvelle branche à laquelle vous accrochez, Emmanuel Macron, lequel trouve désormais grâce à vos yeux caméléoniens. Emmanuel Macron élu président, vous réélu député, vous mettez à profit votre connaissance des arcanes de l'Assemblée nationale au sein d'un groupe de jeunes députés novices pour rejoindre le perchoir. Fini le jeune loup, au revoir le caméléon, place à la colombe. Une colombe, vous ? Et oui, place à la cohésion et à la concorde. Vous tempérez les ardeurs présidentielles de réformes parlementaires tout en appuyant les propositions de transparence et de contrôle des élus. Vous engagez des réformes internes à l'Assemblée nationale, fin du régime spécial de retraite des députés, développement durable dans la gestion et le fonctionnement du Palais Bourbon. Mais votre calme et votre tempérance prêtent à rire. Alors que certains louent votre mesure, d'autres moquent votre placidité. Mais qu'importe, la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Le turbulent été 2018 rebat les cartes. Le long feuilleton de l'affaire Benalla commence, la France ramène la coupe à la maison, Gérard Collomb persiste dans son départ du gouvernement et Nicolas Hulot quitte précipitamment son ministère. Pour le remplacer, le président et le Premier ministre souhaitent un profil politique et vous choisissent pour devenir ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous voilà désormais aux manettes d'un ministère essentiel et déjà critiqué avant même d'avoir pris vos fonctions. En effet, les dossiers s'empilent et l'urgence climatique se fait sentir. Interdiction du glyphosate, pollution de l'air et de l'eau, alignement des prix du diesel et de l'essence. C'est à partir de ce dernier sujet que la France, de ceux qui dépendent de leur voiture pour se déplacer, se lève et crie à l'injustice. Le mouvement des Gilets jaunes est né et les gestes du gouvernement peinent à les calmer. Vos appels à la paix sociale et au retour au calme se perdent dans les invectives et les violences.
pauvre colombe. C'est le grand débat, dont la première phase vient de s'achever, qui doit désormais permettre les changements attendus et concilier la fin du mois avec la fin du monde. Porteur d'engagements sincères et anciens en faveur de l'environnement et de la protection de la biodiversité, vous avez aujourd'hui les fonctions pour agir et opérer cette transition dans notre pays. Moqué pour votre équilibre et votre pragmatisme, ceci devrait pourtant s'avérer utile pour ne pas laisser en dehors du paquebot France ceux qui, les samedis, manifestent habillés en jaune et les agriculteurs qui, chaque jour, se démènent pour notre pays. Je compte sur vous et vous souhaite à tous un excellent débat. François de Rugy, bonsoir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Avant de débuter l'interview, vous disposez d'un court droit de réponse au portrait qu'Adrien vient de faire de vous, si vous souhaitez en disposer. C'est juste, d'abord je le félicite pour sa rédaction, mais je considère pas que ce soit quelque chose auquel il faille répondre. Je pourrais rebondir sur différentes choses ou différents qualificatifs, peut-être juste sur une phrase, puisqu'il a dit à peine nommé, vous êtes déjà critiqué. Et je ne suis pas surpris, car en France, on est critiqué quand on est nommé, quand on prend des responsabilités, et on est souvent, bizarrement, applaudi et salué lorsqu'on démissionne. Donc je verrai, et lorsqu'on quitte le pouvoir. Donc je verrai ce qu'il en sera lorsque mon mandat, si je puis dire, ma fonction prendra fin. Mais moi, je considère qu'il faut davantage valoriser l'action. Et le fait de prendre des responsabilités, c'est le fait d'agir, d'essayer d'agir, et d'être jugé sur ce que l'on a fait, plutôt que juger sur, je ne sais, des intentions ou autres. Parce que quand on est nommé, par définition, c'est pas là qu'on peut être jugé sur son action. Alors, ce débat se déroulera en 3 temps. Nous aborderons d'abord très largement les thématiques qui constituent votre portefeuille actuel, c'est-à-dire la transition écologique et solidaire. Après un court intermède sous la forme du désormais traditionnel petit jeu des mardis, nous évoquerons les enjeux de démocratie liés à la mise en place de ce que l'on peut appeler l'écologie contraignante. Et nous terminerons, grand débat national oblige, en nous adressant non plus au ministre, mais bien à l'ancien président de l'Assemblée nationale pour parler démocratie, implication citoyenne et refonte de nos institutions. Mais avant cela, une question peut-être plus personnelle. Comme rappelé dans la présentation, vous avez fait l'essentiel de votre carrière d'homme politique au sein de la mouvance écologique ou des mouvances écologiques, à une époque où l'environnement, le sujet de l'environnement n'était pas traité, n'avait pas la même perception peut-être que celle qu'on peut trouver aujourd'hui. Aujourd'hui, ministre de la transition écologique, quel regard portez-vous sur vos engagements de jeunesse et sur la façon dont ces enjeux sont abordés ont pu évoluer? Sur les engagements de jeunesse, pas tellement à moi d'en parler. Ce qui est sûr, c'est que par exemple le climat, quand moi j'étais au lycée et que je me suis engagé pour la première fois dans une association de protection de l'environnement, on n'en parlait même pas. C'était même pas un enjeu. Le dérèglement climatique, l'effet de serre, on n'en parlait pas. Donc c'est dire à quel point les temps ont changé, compris depuis cette photo. Et par ailleurs, surtout la seule chose que je veux dire, moi je n'ai pas du tout la prétention de dire que j'ai eu raison avant les autres ou quoi que ce soit, mais je pense que dans l'action politique, comme dans la vie en général d'ailleurs, c'est plutôt bien d'être persévérant. Donc au moins on peut, bien sûr, c'est pour ça que je n'ai pas voulu rebondir sur les qualificatifs, on peut toujours discuter de tel ou tel choix à un moment donné, d'exercer telle responsabilité, de se présenter aux élections de telle façon, d'être dans tel mouvement politique. Mais en revanche, en effet, s'engager pour l'écologie en 1991 et être encore engagé pour l'écologie aujourd'hui, je considère que c'est quand même un certain sens de la persévérance et de la ténacité. On reproche quand même souvent aux écologistes, aux hommes politiques écologistes, de manquer un peu de sérieux dans leur stature d'homme politique, dans la mesure où ça ne serait finalement que des écologistes et que leur programme manquerait de profondeur sur les questions plus économiques, les questions liées à l'État régalien. Est-ce qu'à vos yeux, ce reproche est fondé? Est-ce qu'il a été fondé un jour et est-ce qu'il l'est encore aujourd'hui? Alors moi, on m'a souvent reproché l'inverse.
On m'a dit, chez les Verts, justement, on me disait, mais il est trop sérieux. Donc, oui, bon. Non, moi, je pense que ce qui compte, là aussi, c'est, évidemment, les propositions que l'on fait, et il faut qu'elles soient réalistes, qu'elles soient sérieuses, qu'elles soient confrontées aux analyses économiques, sociales, qu'on regarde toujours par rapport aux analyses statistiques. C'est pas quand même les statistiques. J'ai l'impression que dans le débat politique actuel, c'est plus tellement bien porté. On dira c'est les chiffres. Bah oui, mais quand même, si on veut faire des bons choix politiques, je pense qu'il faut quand même avoir une bonne mesure de la réalité. Et puis ensuite, c'est dans la confrontation justement au réel, c'est-à-dire aux responsabilités, à l'exercice de responsabilité, qu'on voit si c'est sérieux ou pas. Et c'est sûr qu'il y a des gens, ils prônent telle ou telle chose, ils disent on pourrait faire beaucoup plus, ou comment ça se fait, vous n'en faites pas assez, etc. Mais souvent, ces personnes-là, quand vous regardez leur parcours, c'est des gens qui n'ont jamais voulu prendre leurs responsabilités. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de dire il n'y a qu'à Faucon quand on ne prend jamais ses responsabilités. Quand on le fait, parfois il y a des gens qui sont amenés à reconnaître que ce qu'ils avaient dit avant, c'était un peu des choses irréalistes, mais il y en a surtout qui peuvent essayer de mettre en œuvre concrètement ce qu'ils avaient prôné dans leur projet. Moi, je me suis présenté aux élections. Tous les ministres n'ont pas été candidats aux élections, mais moi, je me suis présenté aux élections législatives. Donc, je me suis engagé sur un certain nombre de choses en juin 2017. Et donc, je demanderai, comme les autres, à être jugé sur les résultats par rapport à ce que nous avions dit en juin 2017, en juin 2022. Alors, on a entendu récemment beaucoup de colère, d'une certaine manière, de la part, non pas forcément seulement des Gilets jaunes, mais aussi des personnes qui manifestaient en faveur d'une action pour la protection de l'environnement et le contrôle du changement climatique. Parmi donc, tous ces événements, on a eu la très médiatisée affaire du siècle, avec le dépôt jeudi dernier d'un recours contre l'État pour inaction climatique devant le tribunal administratif de Paris. Alors, au-delà de la question du bien fondé de cette initiative, est-ce que vous pensez que cette colère ou c'est un petit peu cette lassitude face au sentiment que malgré le discours, malgré les engagements pris et malgré souvent la bonne volonté, au fond, rien ne change? Je comprends l'impatience qui peut exister dans le domaine écologique, comme elle peut exister dans le domaine social, comme elle peut même exister dans le domaine économique. Parfois, il y a des gens qui disent on ne travaille que pour l'économie, etc. Mais je sais qu'il y a des gens dans le domaine économique qui disent mais pourquoi ça ne va pas plus vite? Pourquoi telle activité, on ne lui permet pas de se développer plus vite? Pourquoi les projets que l'on veut mener, moi je le vois bien dans le domaine de l'énergie, comment se fait-il que des projets, par exemple, d'éoliennes offshore, donc c'est même pas une question que ça gênerait tel ou tel voisinage, on les a imaginés dans les années 2009, 2010, et ils ne sont toujours pas réalisés. Donc cette impatience, je la comprends parfaitement. Après, je crois que c'est un peu injuste, et donc je suis prêt à en discuter, de vouloir faire un procès, puisque c'est de cela dont il s'agit, en inaction climatique, et je ne le prends pas pour moi, pour le gouvernement français, et on pourrait même dire les gouvernements, en tout cas de ces dernières années, qui ont non seulement essayé, mais qui ont pris des décisions, et qui ne sont pas toujours des décisions faciles et acceptées par tout le monde. Vous parliez du mouvement des Gilets jaunes. Certains considèrent que le mouvement des Gilets jaunes est né en partie de la taxe carbone. Je crois que c'est une erreur d'analyse. Il est surtout né du prix des carburants qui eux-mêmes avaient fortement augmenté à cause des prix du pétrole sur le marché mondial. Mais on voit bien que la taxe carbone, ce n'est pas quelque chose qui fait spontanément l'unanimité. Bon, la taxe carbone, elle est passée de 0 € la tonne de carbone en 2013 à 45,5 € en 2018. En 5 ans, on est passé de 0 à 45,5. Et on est le 3e pays d'Europe qui a la taxe carbone la plus élevée après la Suède et la Finlande. Bon, ce sont des résultats. En tout cas, on ne peut pas parler d'inaction. Donc et après, on peut discuter des autres sujets, etc. Mais je comprends par ailleurs qu'on puisse évidemment faire preuve d'impatience, encore une fois, dans le domaine écologique comme dans d'autres domaines. Alors, on a beaucoup parlé de l'État, de la responsabilité de l'État, mais finalement, ce n'est pas le seul acteur qui a sur la place. Notamment, il y a une entité qui est très importante, qui a beaucoup de compétences en matière environnementale, c'est l'Union européenne. On l'a vu sur beaucoup de sujets, et finalement,
assez récemment aussi sur la question du glyphosate, avec la polémique sur la remise sur le marché du glyphosate. Cette responsabilité de l'Europe, c'est quelque chose qui pose aussi beaucoup de questions dans un contexte légèrement eurosceptique, parce que beaucoup de personnes considèrent que c'est une lenteur insupportable, que d'avoir des pays qui ont différents niveaux, différentes écologies, différentes problématiques écologiques, et que d'essayer de mettre en place une politique commune au milieu de toute cette diversité. Est-ce que vous pensez que c'est une faiblesse? Est-ce que c'est un avantage? Et puis surtout, comment on essaye de concilier les politiques nationales et les politiques européennes quand elles se complètent, et surtout quand elles ne se complètent pas et qu'on n'a pas la même position en tant que Français? Vous savez, c'est un petit peu le syndrome de la formule, c'est tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est ça l'Union européenne. Si on veut revenir à des politiques nationales dans tout un tas de domaines, peut-être que dans certains domaines on décidera d'aller plus vite. C'est le cas sur le glyphosate d'ailleurs, puisque en France on a décidé d'en sortir en 3 ans, quand les plus ambitieux au niveau européen disaient 5 ans, et que certains disaient au contraire il faut le réautoriser pour 10 ans, voire 15 ans. Certains pays au départ étaient partis, et la Commission européenne était partie pour une nouvelle autorisation pour 15 ans. Bon. Donc ça, c'est le débat récurrent entre est-ce qu'il faut essayer de trouver des accords à 27, 28, mais bientôt 27, ce qui est un peu plus compliqué que de le faire tout seul. Enfin, déjà en France, trouver des accords, c'est quand même pas si simple, d'ailleurs, c'est ça la démocratie aussi, mais ce qui permet d'avoir des résultats, d'avoir des effets de levier beaucoup plus importants. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai été nommé depuis à peine 1 mois. Je vais conduire au nom de la France la négociation européenne avec les conseils des ministres à 28, puisque là, la Grande-Bretagne était encore présente, sur les émissions de CO2 des voitures. C'est évident que si on disait, nous, dans notre pays, on fait notre propre réglementation sur les émissions de CO2 des voitures, on n'aurait pas un impact extrêmement élevé sur le climat. On n'aurait pas un effet de levier extrêmement important sur l'industrie automobile. Là, on le fait à 28 et on a réussi à se mettre d'accord. Et c'est même la position ambitieuse portée par la France qui a fait l'objet du socle de compromis. Eh bien, c'est quelque chose qui va s'appliquer à un marché de 500 millions de personnes. Donc c'est un effet de levier qui est beaucoup plus important pour l'ensemble de l'industrie automobile. De fait, on va tirer l'industrie automobile européenne vers le haut. Et je vois d'ailleurs, en même temps que je parle, cette caricature. Ben oui, justement, le logo inversé que l'on voit sur la tête de Dark Vador, eh bien, cette industrie automobile allemande avait demandé, a fait un lobbying extrêmement fort sur son gouvernement, sur la Commission européenne, pour que ce soit l'objectif le plus bas de réduction des émissions de CO2 des véhicules en 2030. C'était ça le débat. Pour 2020, c'est déjà décidé et ça va s'appliquer. Et de fait, nous avons mené la bagarre, y compris, on a discuté avec notre propre industrie, avec les autres pays, les pays d'Europe de l'Est, les gros pays producteurs d'automobiles, les pays qui veulent aller plus haut, plus vite, mais qui en général ne sont pas producteurs d'automobiles. Et on est arrivé à ce compromis qui est quasiment 2 fois plus élevé que ce que prônait ce constructeur, par exemple. Mais voilà, ce sont des résultats concrets dont bénéficieront les automobilistes d'ailleurs, puisque les automobilistes, à partir de 2030, auront des voitures qui, de fait, consommeront en moyenne 2 fois moins qu'aujourd'hui. Alors, on a un peu parlé des différents acteurs politiques qui jouent sur cette question de la transition écologique. Mais il y a une autre difficulté en dehors de cette multiplicité du jeu d'acteurs qui est à souligner quand on essaye de mener une politique écologique, c'est la question de la contradiction entre les enjeux politiques et la nécessité d'investir massivement dans la transition écologique. Donc, je pense notamment à Bruno Le Maire qui a réaffirmé il y a quelques semaines que le cap de réduction de la dette publique serait tenu. Mais en face, on sait très bien qu'il va falloir investir massivement dans la transition écologique. Un think tank comme I4CE, Institute for Climate Change, considère qu'il faudrait entre 45 et 75 milliards d'euros supplémentaires, toutes sources de financement confondues, mais seulement pour la transition énergétique. Ce n'est pas une somme sur laquelle on ne peut compter que sur l'investissement privé, étant donné l'état actuel on va dire les niveaux de finances vertes qui existent actuellement. Comment est-ce que vous pensez pouvoir faire face à ces besoins qui ne répondent pas du tout à cet impératif économique français ? Bon, déjà, moi, je me méfie un peu des chiffrages dont la fourchette va de 45 à 75, parce que c'est quand même un degré de précision. On nous dit 45, parfois, nous, les politiques, beaucoup. qu'on n'est pas très précis sur les chiffres. Je l'ai dit moi-même tout à l'heure. Enfin là, de 45 à 75, c'est quand même une fourchette sur laquelle il est difficile de prévoir une politique. Bien sûr qu'il faut des investissements
pour transformer notre économie. Je parlais de l'industrie automobile. L'industrie automobile va devoir investir pour construire des voitures électriques ou des voitures hybrides plutôt que des voitures thermiques classiques. Si je prends le secteur du logement, c'est évident que pour isoler les logements, il faut aussi investir, et ainsi de suite. Développer les transports en commun, c'est aussi de l'investissement. Mais tous les ans, notre économie investit massivement. L'industrie automobile, elle investit déjà. La question, c'est de savoir si elle investit plutôt dans le sens de la transition écologique ou si elle investit plutôt pour continuer ce qu'elle sait déjà faire. Et on peut multiplier les exemples. Donc le premier enjeu, c'est l'orientation des investissements privés. Dans le domaine du logement, est-ce qu'on réussit à convaincre les propriétaires de logements, qu'ils soient propriétaires occupants ou qu'ils soient propriétaires qui louent leur logement à des locataires, d'investir pour améliorer l'efficacité énergétique, l'isolation de leur logement, pour changer de chaudière, etc., etc. Et puis après, est-ce qu'il doit y avoir une certaine aide publique pour le faire ? Un coup de pouce financier qui peut être tout simplement décider des gens à investir, ou aussi une aide pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens de le faire avec leurs propres revenus. Et puis par ailleurs, il y a tout un tas d'autres domaines où il faut bien rappeler que ce n'est pas tellement une question d'investissement, c'est une question de comportement. Le cas le plus simple, le plus évident, mais qui pourtant est un sujet majeur, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est l'usage de la voiture. Avant de penser à acheter une voiture électrique ou acheter une voiture hybride ou à investir des milliards dans tous les transports en commun du Grand Paris, ce que nous faisons par ailleurs, eh bien, si déjà on fait du covoiturage, eh bien, on réduit et l'encombrement des routes et sa facture carburant et ses émissions de CO2. Voilà. Et on y gagne financièrement. On n'a pas besoin de changer de voiture pour faire du covoiturage. Et on peut, à la fin du mois, si on a fait, même si on ne le fait pas tous les jours, mais si on le fait un certain nombre de fois, on peut même gagner un peu d'argent. Bon, mais pourtant, ce n'est pas si simple que ça, parce que justement, la question du comportement, ça fait appel aussi à nos habitudes, nos représentations. Mais c'est ça qui est en cours, parce que c'est déjà en cours. Il y a déjà des gens qui ont commencé à changer de comportement. Le sujet, c'est que ça devienne un mouvement massif dans lequel toute la société est entraînée. Alors, on reviendra un petit peu justement sur ces enjeux plus civilisationnels et plus politiques d'une certaine manière. Mais puisqu'on parlait fléchage des investissements, on parle énormément de la finance verte comme de l'outil miracle un petit peu de financement de l'économie. Pourtant, il y a une certaine querelle d'experts, on va dire, sur son efficacité, notamment en raison de ces critères, des critères d'attribution pour les obligations vertes qui sont considérés comme un peu trop lâches, un peu trop ouverts à tous les vents d'une certaine manière, qui permettent à certaines entreprises d'acheter la paix climatique à moindre frais. C'est une des critiques récurrentes sur ces obligations vertes. Est-ce qu'il faut donner un tour de vis, être un petit peu plus strict, au risque de tuer ce qui est pour le moment un des seuls véritables outils d'autofinancement de la transition écologique, ou est-ce qu'au contraire, on fait le choix d'ouvrir plus largement, quitte à entraîner une bulle? Il faut rehausser le niveau d'exigence. Ça, c'est le cas, mais dans tous les domaines. Je le disais pour les voitures, progressivement, on rehausse le niveau d'exigence pour les constructeurs automobiles. Donc pour la finance, c'est la même chose. Après, vous avez raison sur un point, il faut pas, si on est trop exigeant tout de suite, on dit souvent le mieux est l'ennemi du bien, si on veut tout de suite faire le monde idéal, on risque de ne pas entraîner grand monde. Néanmoins, c'est la responsabilité de la puissance publique, avec aussi des organismes indépendants, les ONG, etc., de dire voilà ce qui n'est pas du greenwashing en quelque sorte. Parce que c'est ça le problème dans le domaine économique, c'est que vous projetiez tout à l'heure l'image d'un produit bien connu, le Roundup, enfin qui est maintenant plus connu sous le nom de glyphosate. Vous avez des tas de produits dans les rayons des supermarchés, dans la consommation courante, qui se présentent comme verts, qui se présentent comme bons pour l'environnement, et pour lesquels on n'a pas toujours de garantie. Et le consommateur, d'ailleurs, est demandeur de garantie, de la même façon que l'investisseur. Après, il y a quand même des sujets sur lesquels ce n'est pas très difficile d'être clair et d'offrir des garanties. Dans le domaine financier, nous essayons d'entraîner l'ensemble des banques et des investisseurs financiers, y compris français, dans le désinvestissement de l'énergie fossile. Ce qui a été fait à la Caisse des dépôts, notamment. Oui, et ce qui a été fait à la BNP, il faut le dire, parce qu'il faut dire les banques, la BNP Paribas a fait un grand virage
D'ailleurs, par exemple, il y a aux États-Unis, ça lui pose des problèmes parce que certains États lui en veulent d'avoir retiré ses investissements dans les centrales thermiques, alors que d'autres, par exemple, comme la Société Générale, continuent. Mais ça, c'est simple. C'est soit vous investissez dans des centrales thermiques, soit vous investissez dans des productions d'électricité qui ne produisent pas de CO2. Là, il n'y a pas besoin de regarder si c'est plus ou moins, etc. Et là, ça, c'est un enjeu majeur, parce qu'évidemment, si les investissements dans les centrales thermiques, qui sont des gros émetteurs de CO2, ne trouvent plus à se financer sur le marché mondial, eh bien, évidemment, on accélérera la transition vers les autres énergies, notamment renouvelables. D'accord. Alors, on a parlé écologie et économie en termes de contradiction des enjeux. Il y a un autre sujet sur lequel on a une vraie problématique de contradiction quand on est ministre de l'écologie, c'est au sein de votre propre ministère. Parce que finalement, au début, on était dans une logique environnementale qui était de dire il faut réduire les gaz à effet de serre, il faut lutter contre le réchauffement climatique. Maintenant, plus on avance, plus on a des problématiques qui se rajoutent à la tâche. La biodiversité, la qualité de l'air, la gestion des déchets, le problème des ressources non renouvelables. Finalement, on a un peu l'impression que vous faites un job impossible et très frustrant parce que c'est pas possible de concilier tous ces enjeux. On peut avoir une voiture électrique qui permettra d'améliorer la qualité de l'air en milieu urbain, mais en même temps, on aura toujours ce problème des batteries au lithium, en l'état actuel de la technologie en tout cas. Est-ce que c'est vraiment possible de concilier tous ces enjeux qui partent dans tous les sens ? La solution idéale n'existe pas. Ça, il faut toujours en avoir conscience. Dans le domaine de l'énergie, il y a souvent des gens qui essaieront de vous présenter, par exemple, telle production d'électricité comme n'ayant que des avantages et zéro inconvénient. Évidemment, ça n'existe pas. Les éoliennes utilisent des terres rares, les panneaux solaires, pour être fabriqués, ont besoin d'énergie, mais pour autant, c'est assez facile aujourd'hui. L'état de la science, de la connaissance est assez poussé pour faire un bilan global sur le cycle de vie d'un produit. C'est valable pour la façon de produire de l'électricité, comme c'est valable, par exemple, sur l'automobile. Les gens qui disent la voiture électrique, elle pollue autant que le diesel. Non, ça c'est facile à vérifier. C'est lié à deux choses, la façon dont la voiture est produite, ensuite comment elle fonctionne, et ensuite comment elle est, le cas échéant, recyclée. Les normes de recyclage sont les mêmes pour les voitures électriques et les voitures thermiques, et sur la production, bien sûr que la production de voitures électriques a un certain nombre d'effets, d'impact sur l'environnement, la production des voitures thermiques aussi. Sur l'ensemble du cycle d'utilisation d'une voiture, une voiture électrique émet moins de CO2 qu'une voiture thermique si la production d'électricité est, comme en France, avec un mix énergétique, comme on dit souvent, qui est très décarboné. Voilà. En revanche, c'est sûr que si vous produisez de l'électricité uniquement avec du charbon ou du fioul, ce n'est pas la peine de faire des voitures électriques. Le bilan est même sans doute négatif, parce que d'abord mettre du fioul dans une centrale, puis produire de l'électricité, puis la transporter, puis la mettre dans une voiture, puis la retransformer en énergie cinétique, c'est sûr que le bilan est mauvais et il y a beaucoup d'émissions de CO2 qui ne sont pas à la sortie du pot d'échappement de la voiture, parce qu'il n'y a plus de pot d'échappement, mais qui sont aux sorties de la cheminée de la centrale thermique. Mais en revanche, c'est facile de faire un bilan comme celui que l'on peut faire pour la France dans tous les pays. Voilà, c'est ça le sujet, c'est de regarder le bilan. Après, vous avez raison, parfois, surtout, il y a des objectifs qui entrent un peu en contradiction. Et vous savez bien qu'il y a des gens qui, au nom de l'environnement, ne veulent pas des éoliennes, par exemple. Ils disent, les éoliennes sont une atteinte à l'environnement. Voilà. Donc ils disent, moi je ne veux pas d'éoliennes. Bon, d'accord. Est-ce qu'une centrale thermique est une atteinte à l'environnement ? Oui. Est-ce qu'une centrale nucléaire est neutre pour l'environnement ? Non. Elle va également avoir un impact sur l'environnement et puis surtout, elle va produire des déchets radioactifs qu'il va falloir garder pendant des milliers d'années. Il n'y a pas de recette formidable, miracle. Après, l'objectif, c'est à chaque fois de sous-peser, de comparer. Souvent, la bonne solution, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est de ce point de vue-là d'avoir une diversité. Et puis par ailleurs, en matière d'électricité, comme dans les autres domaines, c'est de veiller à consommer moins, avoir des appareils qui consomment moins, avoir des usages et des comportements qui consomment moins, parce que de toute façon, ce qui aura le moins d'impact, c'est l'énergie qu'on n'aura pas consommée. Effectivement, alors vous avez bien souligné l'importance de prendre en compte la totalité de la chaîne de valeur énergétique. On l'a vu sur le graphique tout à l'heure. Dans notre pays, en tout cas, la question du nucléaire est prégnante. Vous étiez plutôt anti-nucléaire, notamment en tant que candidat à la primaire de la gauche. Il me semble que vos objectifs, c'était de ramener sa part à
à 50% dès 2025 et d'en sortir à l'horizon 2040. Dans la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été adoptée en début d'année, on a des objectifs légèrement différents, 50% à l'horizon 2035 et non pas 2025, et surtout pas d'objectif de sortie à terme. Ça peut sembler un peu moins ambitieux. Est-ce que c'est plus raisonnable? Est-ce que vous avez changé d'opinion sur le sujet? D'abord, ça a été rappelé de façon pas très sympathique, mais ce n'est pas moi qui ai été élu président de la République. Donc ce n'est pas mon programme qui s'applique, c'est celui qui a été élu, et c'est Emmanuel Macron. Et lui, il avait dit les choses avant les élections. Moi, je l'ai soutenu d'ailleurs en connaissance de cause. Par ailleurs, là, voilà un exemple aussi concret. Il faudrait revenir à la photo précédente, non pas que je n'aime pas celle-là, mais c'est que, en l'occurrence, en France, si notre objectif numéro 1, il faut faire des hiérarchies de priorité, c'est de lutter contre le dérèglement climatique, de fait, le nucléaire n'a pas d'impact sur le dérèglement climatique. Ça, c'est un fait. Il a un inconvénient majeur qui est celui des déchets nucléaires, de la sécurité. Et croyez-moi, en tant que ministre de l'énergie, je suis responsable de la sécurité avec l'autorité de sûreté du nucléaire. Ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas un petit sujet. Je ne dis pas que tous les jours il y a des incidents, etc. Je ne suis pas en train de faire peur aux gens, mais les exigences de sécurité sont très fortes et cela conduit tout simplement à arrêter des centrales nucléaires régulièrement. Et aujourd'hui, malheureusement, si on arrête des centrales nucléaires, vu que ce sont des très grosses capacités de production d'électricité, la seule façon que nous avons de faire face rapidement aux besoins d'électricité, c'est de faire fonctionner les centrales thermiques. Donc malheureusement, aujourd'hui en France, c'est peu connu, mais jusqu'à présent, comme on n'avait pas développé les énergies renouvelables, en fait, chaque fois qu'on faisait du nucléaire, on faisait aussi du thermique à côté en réserve. Et on le fait non seulement si jamais une centrale nucléaire est à l'arrêt, mais surtout pour les périodes de pointe en hiver, et ça a encore été le cas, par exemple, début janvier, où on a dû réquisitionner d'ailleurs des centrales thermiques. Donc voilà, maintenant, on est dans une transition, dans une transformation progressive. Nous avons dit clairement que d'ici 2035, il fallait, pour atteindre les objectifs qu'on s'était donnés, fermer 14 réacteurs nucléaires. 14 sur 58, voilà, la France a 58 réacteurs et il faudrait en fermer 14. On préfère le faire progressivement, mais le faire par anticipation, c'est-à-dire sans attendre qu'un jour on nous dise ils sont hors d'état de fonctionner, parce qu'on ne veut pas se retrouver dans la situation de la Belgique, nos voisins belges, et ils ont un parc nucléaire un petit peu plus âgé que le parc français. En tout cas, 5 centrales sur 7 sont à l'arrêt, ce qui met la Belgique en situation de très grande fragilité pour son approvisionnement en électricité. Elle est obligée de demander l'aide des pays voisins, y compris la France. Donc c'est pour cela que nous préférons, quant à savoir si par exemple en 2040, puisque moi c'était l'objectif que j'avais donné, ou en 2050, est-ce qu'il y aura encore du nucléaire en France, voire est-ce qu'on construira de nouvelles centrales nucléaires, ce qu'on appelle parfois le nouveau nucléaire. Nous avons dit que tout cela devrait être, toutes les données devraient être sur la table d'ici la fin de l'année 2021 et que le choix pourrait se faire en 2022 et qu'au moment des élections nationales de 2022, les Français pourraient choisir des candidats qui prendraient des options en connaissance de cause. Donc, ce qui veut dire que pour le moment, on continue un petit peu avec cette politique qui consiste d'un côté à continuer à investir sur le nucléaire, peut-être pas assez, parce que bon, on a l'impression qu'il y a quand même un petit peu un rafistolage de certaines centrales. Sur l'EPR, c'est quand même 11 milliards d'euros, donc c'est quand même. Bah, l'EPR, effectivement, c'est un projet qui ne cesse d'ailleurs de prendre du retard. Mais sur les centrales plus anciennes, celles qu'on a fait durer, je pense notamment à Fessenheim, on a le sentiment qu'on a d'un côté des investissements qui sont engloutis dans du rafistolage qui de toute façon sera de courte durée, et de l'autre côté, le renouvelable qui quand même peine à prendre le relais. Entre les deux, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être virer complètement d'un côté ou de l'autre et arrêter de faire de l'entre-deux ? Non, notre conviction, c'est qu'il vaut mieux avoir, comme on dit dans le jargon de la production d'électricité, un mix énergétique qui soit diversifié, qu'il ne faut surtout pas être dépendant d'un seul mode de production, car si jamais ce mode de production pose des problèmes, eh bien, nous serons en grande fragilité. Et donc le fait d'avoir une diversité de moyens de production d'électricité, depuis les centrales nucléaires jusqu'aux panneaux solaires, en passant par l'éolien terrestre, l'éolien offshore, demain l'éolien offshore flottant, la production avec de la chaleur et de l'électricité de différentes façons réparties sur le territoire, tout cela nous permettra de ne plus être dépendants d'un domaine plutôt que d'un autre et de profiter par ailleurs des ressources variées dont notre pays dispose. Sous-entendu, quand on aura développé la technologie de stockage.
Parce que c'est un petit peu la condition pour toutes ces... La technologie de stockage viendrait faciliter, ça c'est évident, la transition, puisque c'est la grande difficulté de l'activité de production d'électricité. Ça, tous les ingénieurs, il y en a peut-être dans la salle, vous le diraient, ou les gens d'EDF ou de RTE, le réseau de transport de l'électricité. L'électricité, c'est en quelque sorte un produit frais périssable et non stockable. Vous ne pouvez pas le mettre dans un réfrigérateur pour le consommer demain ou après-demain, en tout cas pas à grande échelle. Et donc, il faut tout le temps équilibrer la production et la consommation. Et c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir des unités de production diversifiées. Alors, on a parlé du nucléaire. Une autre question qui fâche, c'est celle du glyphosate qu'on a aussi déjà un peu évoquée. C'est une question qui finalement prend beaucoup la forme d'une polémique d'experts avec des études contradictoires un peu dans tous les sens et des avis contradictoires aussi au niveau d'établissements publics. Donc d'un côté l'ANSES qui envisagerait de le classer comme produit susceptible d'être cancérigène à rebours et de l'autre côté son équivalent européen qui n'est pas parti dans ce sens mais considère plutôt qu'il y a une certaine innocuité du glyphosate. Dans des conditions d'incertitude pareilles pour un ministre de l'écologie, pour un décideur politique, comment on fait pour conduire une politique responsable sans donner l'impression, et puis même sans, c'est même pas une question de donner l'impression, mais comment on fait pour prendre des décisions sans naviguer à vue ? C'est en quelque sorte l'application, c'est un cas concret d'application du principe de précaution. C'est-à-dire que en effet, il n'y a pas forcément de certitude scientifique aujourd'hui incontestable sur le fait de savoir si c'est cancérigène, donc pour la santé humaine. Nous allons d'ailleurs refaire des études en ce qui concerne la France avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire et environnementale, l'ANSES, sachant que pour l'environnement, en revanche, il a déjà été démontré qu'il pouvait y avoir des dégâts, et notamment sur tous les milieux aquatiques, et que le glyphosate, en plus, c'est un produit qui ne se dégrade pas et donc on retrouve dans la chaîne alimentaire. Le problème sur ce sujet, qui est en fait celui d'une manière générale des produits chimiques utilisés dans l'agriculture, mais on pourrait dire aussi dans l'industrie, dans l'industrie d'ailleurs de la cosmétique, dans tout un tas de process industriels, c'est que là le glyphosate est devenu le symbole. Vraiment, là, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais vraiment au sens premier du terme. C'est-à-dire que tous les débats quasiment tournent autour de ce seul produit, et vous dites c'est une querelle d'experts, enfin c'est surtout une querelle politique, une querelle médiatique, une querelle, vous êtes sûr que si vous lancez le sujet au repas de Noël, vous aurez une controverse autour de la table. En revanche, on ne parle plus de tout un tas d'autres produits qui pourtant sont présents dans notre environnement, sont présents en agriculture, sont présents encore une fois dans l'industrie. Mais il y a quelques années, c'était le bisphénol A, d'ailleurs on l'a interdit et il n'est plus utilisé, qui était aussi celui dont on parlait tout le temps. Donc il faut, à mon sens, garder un peu le sens de la mesure, traiter ce problème-là, mais ne pas oublier que c'est l'ensemble des produits phytosanitaires sur lesquels il faut avoir des études. Et ce n'est pas facile parce que c'est compliqué pour les organismes publics de suivre la créativité, en quelque sorte, de l'industrie chimique. Et en même temps, essayer de garder aussi le sens de la mesure pour voir réellement quel est l'impact sur la santé, l'impact sur l'environnement. Quant à l'agence européenne, il y a une réforme que nous voulons mener, c'est que l'agence européenne se nourrisse d'études indépendantes, et notamment des agences nationales, et non pas d'études fournies par des industriels, puisque là, malheureusement, ça a été démontré qu'elle avait pu fonder certains avis sur des études fournies par les industriels qui fabriquent les produits. Alors effectivement, il y a eu probablement des suspicions de manipulation de l'opinion par Monsanto sur ces questions. Il y a aussi une manipulation de l'opinion sur des bases parfois scientifiquement douteuses dans l'autre sens. Vous parliez un petit peu de cabale médiatique et de retrouver le sens de la mesure. On peut penser au magazine de grande écoute comme Enquête d'action d'Élise Lucet, qui a consacré assez récemment une émission entière à charge contre le glyphosate, en s'appuyant sur des études extrêmement contestables et contestées, notamment l'étude Serralini. Est-ce que sur ces sujets qui sont quand même sensibles, qui sont aujourd'hui au cœur de l'hystérisation du débat politique, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être un peu plus de vigilance de la part du CSA pour éviter qu'on puisse comme ça instrumentaliser les peurs et tout simplement les domaines où la science n'a pas encore répondu?
Oui, mais là, si vous, je ne sais pas, est-ce que vous voulez que le CSA, ce soit comme les produits chimiques où il y a une autorisation de mise sur le marché, donc il y a une autorisation de mise à l'antenne des émissions d'Élise Lucet, vous allez, je crois, avoir assez peu de soutien. Non, moi je pense que c'est la liberté médiatique, c'est une chaîne de service public. Preuve que c'est une chaîne de service public ce n'est pas qui le gouvernement qui dirige les chaînes de service public. Il suffit de les écouter d'ailleurs pour s'en convaincre. Mais ceci étant, ça fait partie du débat médiatique. Moi, je ne vais pas commencer à porter un jugement sur chacune des émissions. Je constate en effet... C'était un exemple. Oui, mais j'ai bien entendu que c'était un exemple qui avait fait polémique. J'y ai été moi-même invité à m'exprimer. J'étais d'ailleurs plutôt en position d'accusé, mais j'ai expliqué ce que nous faisions. J'ai vu l'émission après, puisque c'était enregistré. Et en effet, j'ai bien vu que c'était... le regard du téléspectateur était vraiment orienté dans un sens. Bon, ça, c'est un fait. On parlait des Gilets jaunes tout à l'heure. Si vous allez interroger des Gilets jaunes, souvent, ils vous diront « Oui, mais moi, j'ai vu ça dans l'émission d'Élise Lucet. » Donc, manifestement, c'est le maître étalon de ce qui est vrai ou faux. Bon, moi, j'invite les uns et les autres à, en effet, regarder, comparer les études. C'est ce que j'appelais tout à l'heure les chiffres, les statistiques, les données scientifiques. En tout cas, moi, je veux réhabiliter la science, la démarche scientifique, la connaissance scientifique, l'éducation scientifique en matière d'écologie. D'ailleurs, au départ, l'écologie était une science. Et on disait être écologue. Et c'était une spécialité scientifique. Et donc, moi, je ne suis pas écologue, je ne suis pas un scientifique de formation, mais je suis très attaché à regarder les études scientifiques. Mais je me rends compte que c'est en effet extrêmement difficile dans le débat politico-médiatique et qu'on préfère bien souvent des controverses sur des symboles, des controverses très, très polémiques plutôt que des avis scientifiques. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça suffit d'inviter les gens à plus de science, déjà avec quand même une partie de la population qui n'a pas forcément la formation pour comprendre ces études, d'une partie, et puis de l'autre, quand même, on a sur les chaînes, des chaînes qui sont encore crues et regardées comme un moyen d'information fiable par les Français, on a la promotion de thèses qui ne sont pas validées par la communauté scientifique. Ça suffit Je pas constate quand même que l'émission, en effet, a suscité beaucoup de polémiques après sa diffusion parce qu'un certain nombre de personnes... Oui, mais dans des caisses de résonance comme Twitter, mais finalement... Après, il y a les médias en France sont libres et pluralistes, et donc il y a d'autres supports médiatiques qui peuvent développer d'autres angles de vue. Ce n'est pas interdit, bien au contraire. Moi, je pense que c'est sain, et encore une fois, que l'on revienne systématiquement à des données scientifiques, comme on dit souvent, robustes, solides, enfin confrontées, recoupées. Ce qui n'est pas toujours facile. Encore une fois, si on prend la question simplement des produits chimiques utilisés dans l'agriculture, mais aussi dans l'industrie, et qui donc se retrouvent dans des produits de consommation courante, c'est extrêmement difficile d'avoir des études scientifiques, tout simplement parce qu'il faut déployer des moyens importants pour suivre l'ampleur. Vous savez, il y a des centaines de produits chimiques utilisés en agriculture. Par ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques qui font des recherches, mais on n'en est qu'au balbutiement sur ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire le fait que des substances vont se combiner avec d'autres dans notre environnement, vont se combiner avec d'autres dans nos aliments, vont se combiner avec d'autres dans, encore une fois, des produits cosmétiques, même des vêtements, etc. Vous savez, par exemple, le coton a plutôt une bonne image. On dit le coton, c'est quelque chose c'est une matière naturelle. Il n'y a pas plus catastrophique que la culture du coton dans le monde d'un point de vue environnemental. Alors, heureusement, maintenant, il y a un peu de coton bio, etc. Mais enfin, par rapport à la vente de coton dans le monde, ça doit être extrêmement faible, malheureusement. Eh bien, c'est quelque chose sur lequel il faut sans cesse pousser la connaissance, l'information du consommateur. Vous disiez, en effet, Élise Lucet ne doit pas être la seule source d'information pour le consommateur. Je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui, d'ailleurs, mais il faut que le consommateur ait des informations fiables. Ce débat sur les glyphosates, si on le prend à travers un autre angle, ça a aussi apporté dans le débat public une question qui est celle des arbitrages entre le ministre de l'écologie et d'autres ministres, donc en l'occurrence le ministre de l'agriculture, et le fait que le ministre de l'écologie perdrait toujours les arbitrages avec les autres ministères.
Le point, il y a 2 semaines, vous prêtez une confidence que vous avez sans doute vue qui est assez violente. Je cite, oui, j'y viens. Donc je cite quand même moi qui ne suis pas le plus écolo des écolos, je n'ai aucun levier pour peser sur les décisions gouvernementales. Je propose, personne ne m'écoute. Au moins au perchoir, j'avais un peu de pouvoir et on me craignait. Donc vous avez bien sûr démenti. Quand j'étais au perchoir, on disait l'inverse. Vous avez bien sûr démenti, mais quand même, ce sentiment d'impuissance des ministres de l'Environnement, ça reste un classique. Est-ce que vous le ressentez un peu? Ou beaucoup? Alors, je ressens le classique. Ça, vous avez raison. Et par ailleurs, certains l'ont alimenté, d'ailleurs, en disant, de toute façon, je suis seul, etc. Moi, je sais d'expérience que ce n'est pas facile, donc je le savais avant d'être nommé et en acceptant de relever en quelque sorte un peu ce défi. Mais je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Moi, je ne me lève pas le matin en me disant « Oh là là, comme c'est dur, et d'ailleurs, est-ce que je vais continuer? Est-ce que j'aurai encore la force d'être ministre ce soir ?» Sinon, il faut faire autre chose dans la vie. Après, ce qui me frappe, c'est que oui, on ne demande pas la même chose, par exemple, je ne sais pas moi, à la ministre des Armées. On ne lui dit pas « Est-ce que vous avez gagné tous vos arbitrages ?» Pourtant, vous regarderiez les projets en matière d'investissement et d'équipement militaire. Mais il y a sans cesse des arbitrages qui sont faits en disant « Bah oui, on aimerait bien avoir un 2e porte-avions. » Vous écoutez les militaires, il faudrait 2 porte-avions. Moi, ça fait depuis plus de 10 ans que j'ai été élu député pour la première fois en 2007. On disait déjà ça. Il faut construire un 2e porte-avions. D'ailleurs, il y a plein de promesses avant les élections. Moi, élu, il y aura un 2e porte-avions. Nucléaire, d'ailleurs, bien sûr, c'est-à-dire le plus cher. Bon. Eh bien, vous pouvez regarder, il n'est toujours pas fait. On ne va pas demander à la ministre de la Défense tous les matins à la radio « Alors, Madame la ministre, est-ce que vous allez démissionner parce que vous n'avez pas obtenu votre 2e porte-avions ?» Bon, voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas le même degré, il n'y a pas le même regard. J'ai un budget, moi, de 34 milliards d'euros. Il est plus gros que le budget du ministre de la Défense, d'ailleurs. Mais on continue à dire « Oui, l'écologie, c'est la dernière roue du carrosse, etc. » Bon, bah écoutez, s'il y a des gens qui veulent continuer à dire ça, moi, le côté, la complainte, ça ne m'intéresse pas. Je ne pense pas qu'on avance, je ne pense pas qu'on fasse avancer une société, je ne pense pas qu'on entraîne les gens. Or, le sujet, c'est d'entraîner les gens, parce que la lutte contre le dérèglement climatique, c'est pas moi tout seul dans mon bureau qui vais la faire. Hein. C'est pas le président, le Premier ministre, tout le gouvernement mobilisé qui va la faire. C'est toute la société. C'est l'État, les collectivités locales, les entreprises et les citoyens. Dans leur choix d'investissement, dans leur choix de consommation, dans leur choix de production, etc. etc. Donc, et si je suis là à dire « Est-ce que moi, j'ai assez de poids et ceci et cela ?» autant aller planter des choux en Bretagne. Hein. Ou ailleurs, d'ailleurs. Mais enfin, en Bretagne, ça pousse bien. Alors du coup, on va sortir un peu de la complainte et souligner plutôt un pouvoir que vous avez en tant que ministre d'État qui est peu connu. Donc il y avait 3 ministres d'État dans le premier gouvernement Philippe. Et il n'y en a plus qu'un aujourd'hui, c'est vous-même. Et donc non seulement ça fait de vous dans l'ordre protocolaire de la Ve République le 2e personnage du gouvernement, mais surtout ça vous donne le pouvoir en Conseil des ministres de parler sur tous les sujets, même ceux qui sont hors du scope de votre ministère, c'est-à-dire finalement d'avoir un pouvoir de parole transversal sur tous les sujets. Est-ce que c'est une prérogative qui a juste une simple portée symbolique ou c'est quelque chose qui vous apporte un vrai pouvoir politique dans votre quotidien de ministre ? Vous savez, avant que ça se fasse, il y avait des gens, même ils avaient envisagé qu'il faudrait un vice-premier ministre en charge de l'écologie. Bon, en France, ça n'existe pas, vice-premier ministre comme vice-président, ça n'existe pas. Donc on a dit c'est ministre d'État, en disant oui, ce serait symbolique, mais ce serait un symbole fort. Le jour où c'est fait, on dit ah oui, mais ce n'est que symbolique, ça ne sert à rien. Bon, moi, je ne m'arrête pas à ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'en effet, on avance tous dans le même sens, et en effet c'est pas toujours facile parce que l'économie, parce que l'agriculture, parce que à tel ou tel moment on peut avoir une autre priorité. Mais je constate que quand il y a eu la crise des gilets jaunes au mois d'octobre, au mois de novembre, c'est-à-dire une crise fondée au départ sur la hausse des prix des carburants, vous êtes trop jeune pour avoir connu cela, mais moi j'avais connu cela, j'étais un jeune assistant parlementaire en 98. Et bien à l'époque, immédiatement, le ministre de l'économie est allé à la télévision et il a dit il faut arrêter tout net la convergence diesel-essence. Tiens, la convergence diesel-essence, on en parlait déjà il y a 20 ans. Elle avait été amorcée, elle a été stoppée net, tout de suite. Et à l'époque, en effet, la ministre de l'Environnement était toute seule à défendre cela. Nous avons défendu, on nous a même reproché, dit le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'écologie, le ministre de l'économie, ils n'entendent pas les Français, ils ne sont pas capables de changer.
On a défendu ensemble le fait que la taxe carbone, c'était un levier d'action sur le climat. À un moment donné, on a considéré ensemble, on a eu des discussions, on a eu des réunions d'arbitrage, etc., qu'il fallait faire une pause. Moi, je remets sur la table le fait qu'il y a un moment donné, il faudra bien reprendre une trajectoire si on veut avoir un levier d'action. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des leviers d'action. Voilà, c'est comme ça après que ça doit se décider. C'est est-ce que, à un moment donné, par la démocratie, on choisit, donc pas simplement moi tout seul dans mon bureau, ni même nous au sein du gouvernement, ni même nous. Parfois il y a des gens qui me disent mais vous avez le président de la République, le gouvernement, la majorité à l'Assemblée, il ne vous reste plus qu'à agir. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur un bouton. Eh bien oui, parfois pour voter une loi, il faut qu'il y ait au moins 289 députés qui votent sur le bouton pour. Déjà, il faut le faire ça. Mais même une fois qu'on a fait ça, ça ne suffit pas. Il faut réussir à entraîner. Entraîner encore une fois les entreprises, les collectivités locales et les citoyens. Et moi, donc, c'est ma bataille de tous les jours, de chercher à convaincre la majorité et à entraîner le maximum de monde dans les changements. Alors, nous allons désormais passer au traditionnel petit jeu des mardis, donc la respiration au milieu de ce débat. Je vous redonne le principe, des questions plus légères, plus rapides, des réponses du tac au tac, et puis ensuite nous enchaînerons sur les dernières parties de ce débat. Alors, pour commencer, puisque la démocratie a échoué à résoudre le problème environnemental, quel leader pour la future dictature écologiste? 4 propositions. Kim Jong-un, parce que rien de tel qu'une ogive et un bon hiver nucléaire pour régler tous nos problèmes. Donald Trump, parce que même si America First, ces Greens passeront toujours en priorité. Greta Thunberg, jeune, engagée, légèrement irritante, quoi de mieux qu'une hérégie de l'école buissonnière éco-responsable pour nous montrer la voie. Et dernière option, François Goulet de Rugy, un écolo pragmatique à particules, profil idéal pour un despote aussi green qu'éclairé. Alors, même dans mes rêves mais les plus fous, je ne rêve pas d'être un autocrate qui serait à la tête d'une dictature écologiste. Parce que justement, je crois profondément à la démocratie et je ne suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites la démocratie a échoué à résoudre. Non, au contraire. Moi, je pense que c'est par la démocratie qu'on résoudra les différentes contradictions qui existent dans toute société et sur tous les sujets. On va en parler dans la prochaine partie. Et je me souviens avoir lu une interview un jour d'une historienne, sociologue, et qui dit d'ailleurs, il y a un problème souvent sur l'écologie, c'est qu'on fait croire qu'il y aurait une sorte d'ordre naturel où tout se passerait bien. Et donc ensuite, c'est l'être humain qui serait venu le perturber et il suffirait de se recaler sur le naturel et tout irait bien. Et elle dit non, dans la nature, tout ne se passe pas bien. Dans la nature aussi. Il y a des contradictions, il y a des gens qui mangent les autres et ainsi de suite. Et donc c'est la démocratie qui permet de dénouer les conflits, qui permet d'essayer de trouver les bons compromis. Donc en effet, je pense que ce ne sera ni Kim Jong-un ni Donald Trump, qui par ailleurs n'est pas un autocrate, qui a été élu. Et par ailleurs, Donald Trump, lui, n'a pas montré grande conviction en matière écologique. Mais il faut lui reconnaître de l'avoir dit avant d'être élu. Hein. Les gens ont voté pour lui en connaissance de cause. Vous avez donc refusé ce poste sympathique de dictateur écologiste. Personne ne me l'a proposé. Il faut donc se poser la question de votre avenir. Après l'Assemblée nationale, après l'hôtel de Roquelaure au ministère de l'écologie, quelle adresse pour votre prochain pied-à-terre? Alors vous avez le choix entre une ferme à énergie positive dans le Larzac avec vos chèvres pour une retraite bien méritée, le palais de l'Élysée parce que viser la Lune ça ne vous fait pas peur et qu'en plus il y a un parc pour y planter des éoliennes, et le Berlaymont, siège de la Commission européenne, parce que là au moins vous auriez du pouvoir. Je ne sais pas si je vais vous répondre par un petit pied de nez. Déjà, il faudrait que j'ai une adresse personnelle, et donc un logement plutôt personnel que ce genre d'institution. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez d'un film avec Louis de Funès, où il est maire, et où il cherche à tout prix à être maire, et où sa femme, jouée par Annie Girardot, cherche aussi à être maire, finalement, parce qu'ils ne sont pas d'accord, et notamment sur des questions écologiques. Parce que lui, il est aussi patron d'une entreprise, et il veut polluer, et sa femme dit non, stop à la pollution. Et ils finissent par se réconcilier à la fin,
ni l'un ni l'autre n'est maire, et lui, il accepte de la suivre, justement, je ne sais pas si c'est au Larzac, mais à un endroit où elle va, on voit les dernières images du film, élever des moutons et recueillir la laine. Mais lui, c'est quand même plus fort que lui. Il s'est mis à refaire une entreprise de filature et à reconstruire immédiatement une petite industrie autour de la laine. Donc vous voyez que de toute façon, il ne sert à rien de vouloir échapper à son destin. Alors, pas de Larzac pour vous apparemment. Du coup, nous en restons. C'est pas au programme, non. Mais c'est une très belle région. Hein. C'est un endroit magnifique. Nous allons revenir sur du plus politique. Si Europe Écologie Les Verts, votre ancien parti, était un livre, ce serait plutôt La peste d'Albert Camus, parce qu'avec Michel Rivasi au Parlement européen, on va bientôt tous y passer. Le Capital de Karl Marx. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est parce qu'elle est contre les vaccins. Malheureusement, c'est vrai. Le Capital de Karl Marx, parce qu'entre gauchisme et écologie, ils ont choisi. Le Rouge et le Noir de Stendhal, parce qu'ils n'ont de vert que le nom. Ou bien le Nœud de Vipère de François Mauriac, parce que c'est toujours en famille que la haine et la trahison sont les plus savoureuses. Bon, allez, le Nœud de Vipère. Alors on va finir sur une petite question personnelle et vous demander quel est votre petit plaisir coupable, pas écolo du tout. Alors il y a le café Nespresso, une capsule mini pour des dégâts environnementaux maxi, les voyages en hélico pour profiter des paysages, à l'instar de votre prédécesseur Nicolas Hulot à Ushuaïa, une bonne grosse bavette à l'échalote, parce que le Green Monday c'est bien gentil, mais la gastronomie française c'est la viande, monsieur. Ou alors un bon bain chaud d'1h30 pour se détendre les trapèzes après une dure journée de négociations à perdre des arbitrages face au ministre de l'Agriculture. Allez, ce n'est pas sur ces images, je vais dire le foie gras, mais un producteur de foie gras du Gers m'a expliqué que c'était très écologique en revanche. Mais je vous expliquerai une autre fois si vous voulez. C'était naturel. Bien. Alors c'est la fin de notre petit jeu. Et pour repartir sur des questions un peu plus sérieuses, vous nous avez dit que vous ne considériez pas que, pour reprendre la formule consacrée, la démocratie a échoué à traiter le problème environnemental. C'est la position d'un certain nombre de scientifiques, Aurélien Barraud, Denis Meadows, etc. Mais bon, faute de dictature écologique, on peut toujours parler des mesures coercitives. Il y a quelques semaines, le think tank Novetic, qui est une filiale et émanation de la Caisse des dépôts, donc de l'État, a relayé une infographie assez frappante sur les mesures qu'il faudrait prendre dès aujourd'hui pour espérer limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici 2030. Alors parmi elles, on retrouve pêle-mêle, c'est peut-être un peu petit, mais on a notamment interdiction de la vente de voitures neuves, quasi-interdiction des vols en avion, rationnement de la viande, des produits importés, donc café, chocolat, etc. Limitation, et ça ne va pas faire plaisir à certains, à 1 kg de vêtements neufs par an et par personne, division par 3 de la consommation de vidéos, ou encore couvre-feu thermique à 17 degrés. Alors, c'est au choix irréaliste ou orwellien. Entre les deux, est-ce qu'il y a encore un et en même temps là ? Oui, moi je pense qu'il y a un en même temps pour avoir à la fois une société dans laquelle on puisse bien vivre. Après, il y aura toujours des discussions, en effet, si on vit bien à 17 degrés ou s'il faut monter jusqu'à 22 ou 23, et le fait de limiter l'impact environnemental de nos activités. Et de le faire progressivement, mais de le faire durablement et avec beaucoup de détermination. Moi, c'est ma conviction, c'est qu'il ne sert à rien de présenter ce genre de programme. Si on présente ce genre de programme demain aux élections, il y a des élections dans quelques semaines. Donc faisons-le. Je prends le pari, il y a une énorme surprise électorale, mais ce programme ne rassemblera pas une majorité. Je ne sais même pas s'il fera 5 ou 10% des voix, mais même si on dit qu'il fait 10%, ah c'est bien, il fait 10%, mais 10% c'est quand même très très loin de la majorité. Bon. Et c'est pas d'ailleurs là le fait de dire est-ce que les écologistes sont tout seuls, c'est où quelqu'un dans le portrait de départ s'était dit oui il a commencé la tambouille parce qu'il a passé un accord pour être élu. C'est la démocratie, de chercher à rassembler la majorité. Si c'est rester dans son coin avec ses idées tout seul, ce n'est pas une attitude démocratique. Ce n'est même pas la question de savoir si c'est efficace ou pas. Ce n'est pas une attitude démocratique. C'est comme les gens qui ressortent, et d'ailleurs vous remarquez, ce slogan est repris par des gens de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. On ne lâche rien. Mais si chacun dit dans son coin « je ne lâche rien », on va tous garder notre point de vue et on ne va pas le lâcher, mais on n'arrivera jamais à rien. Le principe du fonctionnement d'une démocratie, et d'ailleurs le Parlement, c'est ça.
C'est les gens dans une assemblée, ils arrivent chacun avec leurs idées, puis à un moment donné, ils s'arrêtent sur un point d'équilibre. Donc pour moi, ce genre de programme, c'est intéressant du point de vue, on va dire, peut-être scientifique, c'est-à-dire dire, bah, voilà, peut-être il faudrait en effet faire ça, puis après on va piocher dedans, on va dire, bah, où est-ce qu'on est capable de mettre le curseur maintenant, dans 1 an, dans 5 ans. Mais en revanche, dire c'est le tout ou rien, ça ne sert à rien. En tout cas, ça mène au rien, en général. Cette idéologie du tout ou rien, qui, comme on l'a dit, peut mener à la dictature, elle repose sur une sorte de fantasme dystopique qui prend de plus en plus d'ampleur de nos jours et qu'on nomme de plus en plus sous le nom de collapsologie ou de théorie de l'effondrement. Est-ce qu'on pourrait savoir un peu votre position sur cette idée que vraiment, si on ne fait rien, il y a une urgence écologique telle que la civilisation telle qu'on la connaît pourrait s'effondrer ? Il ne faut jamais écarter par principe qu'à un moment donné, en effet, des civilisations puissent s'effondrer. Dans notre histoire, il y en a. Vous savez bien ce qu'on dit sur l'île de Pâques. Et d'ailleurs, c'est autour de la question de l'énergie. Donc, vous pouvez, ou j'ai un jour, un enfant m'a dit à la maison, revenu avec une petite vidéo qu'il avait vue sur Internet, qui se voulait pédagogique, sur une île où il y avait la ressource du phosphate. Et on avait exploité le phosphate. Et donc pendant longtemps, ça avait enrichi cette île. Puis à un moment donné, les ressources d'abord, ça l'avait complètement pollué. Mais en plus, au bout d'un moment, la ressource s'était tarie. Et donc tout le monde s'est terriblement appauvri. Donc à l'échelle de ce pays, oui, ça s'est effondré. Effondré écologiquement et effondré économiquement. Donc il ne faut pas écarter par principe. Mais en revanche, ce n'est pas en promettant la fin du monde, je pense. Moi, je trouve qu'il n'y a rien d'ailleurs de plus bête que cette phrase, la fin du monde ou la fin du mois, comme si ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Comme s'il fallait, en fait, on court tous et pour résoudre les problèmes de fin du monde et les problèmes de fin du mois. Enfin, les deux vont de pair. C'est une aspiration de tout un chacun. Donc, moi, je crois que ça n'est pas du tout motivant, ce n'est pas mobilisateur que de dire tout va s'effondrer. En revanche, il faut être conscient des réalités. Il faut regarder quand les scientifiques nous disent, encore une fois, les scientifiques, que la biodiversité se réduit considérablement. Il faut être capable de regarder cette réalité en face sans la balayer d'un revers de la main. Moi, quand le président du Centre national d'études spatiales, donc ce n'est pas un membre d'Europe Écologie Les Verts, bon, il vient et il me dit, vous savez, les prévisions sur le climat, ça se dégrade plus vite que prévu. Nous, on le mesure d'ailleurs depuis on a un programme spatial d'ailleurs mondial pour mesurer les effets du dérèglement climatique depuis les satellites. Et puis, on va aussi mesurer les émissions de CO2 par satellite, région par région, on sera capable de les dire. Et ce sera un levier d'action. Parce qu'en effet, potentiellement, les dégâts peuvent être considérables. Il faut le dire. Puis après, il faut que ça nous encourage à l'action. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein, d'ailleurs. Parfois, le fait d'annoncer les catastrophes n'amène pas tellement à l'action. Ça peut même amener une réaction inverse qui est de dire, bon, bah, de toute façon, catastrophe pour catastrophe, profitons encore de notre mode de vie sans nous poser de questions. Donc finalement, encore une fois, en écolo pragmatique, vous prenez en compte toutes les possibilités. Sans aller jusqu'à dire qu'il va y avoir un effondrement de notre population, il y a de plus en plus de gens qui disent que quand même c'est trop tard, qu'on ne pourra pas enrayer le réchauffement climatique, que la vie sur Terre dans les années à venir va vraiment se compliquer de manière extrême. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent en tant que ministre de l'écologie de aussi préparer cet après un petit peu plus difficile qu'on voit venir. Parce que dans les politiques dont on entend parler, c'est surtout des politiques qui sont orientées vers, vers un objectif d'arrêt, de ralentissement de la catastrophe. Mais si la catastrophe arrive, est-ce qu'il y a des politiques que vous essayez de mettre en place pour essayer de préparer ? Est-ce que vous pensez que c'est pertinent ? C'est sûr que sur le dérèglement climatique, il faut être clair, on est obligé à la fois, en même temps, et là c'est vraiment pas un jeu de mots, de lutter contre les causes du dérèglement climatique et de s'adapter aux effets. On n'a pas le choix. Les effets, on peut déjà les toucher du doigt dans notre pays, en France métropolitaine, pas simplement outre-mer, quand il y a la tempête Irma ou des cyclones qui passent aux Antilles ou sur d'autres terres lointaines. C'est les pluies torrentielles dans l'Aude au mois d'octobre dernier, ou dans le Var, qui font des morts. D'ailleurs, ce n'est pas simplement des événements qui font des dégâts matériels, ou la sécheresse prolongée l'été dernier. Bon.
et dans des départements où on n'avait jamais connu ça. Donc il faut faire les deux choses en même temps. Mais vous savez, c'est quand même souvent le cas dans beaucoup de domaines. Vous cherchez à, je sais pas, par exemple dans le domaine de la voiture, vous avez toujours eu une grosse politique pour réduire l'accidentologie liée à la voiture. Et puis en même temps, vous avez des services de secours, des hôpitaux, et vous avez tout un tas d'actions, de moyens pour faire face aux dégâts potentiels, aux accidents produits par la voiture. Donc dans les activités humaines, dans le fond, c'est assez souvent ainsi. Par ailleurs, moi je crois, moi je me suis toujours considéré comme humaniste, je crois à la capacité de l'être humain, y compris à réparer ses propres erreurs. Je ne suis pas dans la logique de l'être humain va être puni par une force qui serait au-dessus de nous, de ses péchés. Moi, je crois à la capacité de l'être humain à réparer ses propres erreurs. Je ne vous cache pas d'ailleurs qu'en tant que ministre de l'écologie, je passe beaucoup de temps à réparer les erreurs du passé. Vous savez, quand je dois aller régler le problème d'un stockage de déchets très dangereux et polluants à 500 mètres de profondeur dans une ancienne mine de sel en Alsace, je me dis que c'est quand même pas de chance que ça tombe sur moi alors que c'est un projet qui date d'il y a 25 ans. Voilà. Mais c'est comme ça fait aussi partie du rôle des responsables politiques que de régler les erreurs qui ont été faites par d'autres avant eux. Mais concrètement, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises au niveau de votre ministère pour faire face à ces effets Oui, on a un plan national d'adaptation au changement climatique qui n'est d'ailleurs sans doute pas encore assez important et ambitieux. Par exemple, sur la question de l'eau, c'est une de nos directions majeures. On est en train d'ailleurs de revoir la politique de l'eau pour faire face aux effets du dérèglement climatique, qui sont à la fois les sécheresses prolongées, plus fortes, et malheureusement aussi les précipitations plus violentes, plus brusques, avec des conséquences en termes d'inondation. Bien, donc nous avons entendu parler à un ministre de la Transition écologique et solidaire qui ne fait pas dans l'écologie expiatoire. À présent, contexte politique oblige, notamment celui de la restitution du grand débat national. Nous aimerions entendre un petit peu, comme nous l'avions annoncé, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et pour commencer, donc, à ce poste qui avait fait de vous le 4e personnage de l'État, vous avez été le premier garant de la démocratie représentative, celle-là même qui est aujourd'hui rejetée, ou en tout cas contestée par une frange du mouvement des Gilets jaunes. Ceux qui revendiquent notamment le référendum d'initiative citoyenne. Comment vous vous positionnez tout simplement sur ce sujet? Est-ce que, pour reprendre la formule d'Édouard Philippe, le RIC vous hérisse ou vous êtes plutôt en faveur? Je ne savais pas qu'il avait dit ça. Non, moi, quand j'étais déjà même député, d'abord député d'opposition, puis député dans une majorité, en 2008, vous savez, il y avait une réforme constitutionnelle qui avait abouti d'ailleurs, comme quoi ce n'est pas impossible, et j'avais participé au débat, j'avais fait des propositions, et notamment sur cette question du référendum. À l'époque, on disait d'initiative citoyenne ou d'initiative populaire, à l'époque d'ailleurs. RIP, c'est moins... Il y a eu d'ailleurs une modification de l'article 11 de la Constitution sur ce point, mais qui malheureusement a été faite de façon tellement compliquée que ça n'a jamais été utilisé. Puisqu'il faut réunir 10%, enfin des signatures de 10% des électeurs inscrits, c'est-à-dire à l'heure où on se parle, entre 4,5 millions et 4,7 millions de personnes. Et encore, ça ne débouche pas à tous les coups sur un référendum. Moi, je crois qu'il faut savoir articuler en démocratie la démocratie représentative, la démocratie directe et la démocratie participative. Les unes et les autres ne sont pas antinomiques. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de régimes politiques au monde où on articule plus ou moins, selon les cultures politiques, les institutions, les choses. Nos voisins suisses font des référendums d'initiative citoyenne depuis très longtemps, sur beaucoup de sujets. Moi, je me souviens, quand je disais cela à la tribune de l'Assemblée nationale, on me disait « Oui, mais ça mène à des référendums sur les minarets. » Bon, parce qu'il y a eu un jour en Suisse un référendum sur les minarets. Bon, mais il y a eu des référendums, par exemple, sur la taxe poids lourd. 2 fois. Une première fois, parce que des gens l'ont initiée pour la promouvoir, elle a été adoptée. 5 ans ou 10 ans plus tard, certains qui étaient contre, notamment les organisations patronales suisses, ont fait une pétition, ils ont recueilli assez de signatures pour la remettre en cause. Ils ont refait un référendum, les gens l'ont revoté. Le tunnel du Saint-Gothard, qui est à peu près l'équivalent du tunnel Lyon-Turin, eh bien, c'est à peu près la même distance, le même prix,
c'est la même chose, un tunnel ferroviaire pour faire passer les camions. En Suisse, il a été voté par un référendum, et puis ensuite, le financement a été voté par un référendum, et il est déjà réalisé. Nous, on est encore en train d'avoir des débats avec les Italiens pour savoir si on va démarrer le chantier. Bon. Après, je ne dis pas que c'est la recette miracle. Il y a sans doute des domaines où, évidemment, ça ne marcherait pas. Il y a des domaines où répondre par oui ou par non n'est pas forcément la bonne solution. C'est pour ça que certains prônent d'ailleurs les référendums à choix multiples. J'ai même vu des gens, ils disent le préférendum, c'est-à-dire on pourrait donner l'ordre préférentiel. On dirait, je préfère la solution 1, la solution 2, la solution 3, mais je ne suis pas là à dire c'est oui ou c'est non. Pourquoi pas? Il faut inventer des nouvelles formes démocratiques. Ce qui est sûr, c'est que si on continue comme avant, la crise démocratique, elle était déjà là, elle est encore plus là, elle sera toujours là. Et la crise démocratique, en France, elle prend quand même deux formes, il y a deux symptômes qui sont quand même très aigus, c'est le vote pour les extrêmes et l'abstention massive. Et moi, je ne m'en satisfais pas. Alors, vous parliez donc d'articuler un petit peu ces différentes formes de démocratie, notamment avec des innovations institutionnelles, parce que pour le moment, actuellement en tout cas, c'est pas possible. Notamment le référendum dans la Constitution doit être binaire, il doit répondre par oui ou par non. Mais donc, quitte à envisager des innovations institutionnelles, il y en a une qui est quand même un vieux serpent de mer qui revient depuis longtemps, c'est celle de la proportionnelle à l'Assemblée. Vous étiez plutôt favorable, encore une fois, à cette position pendant la primaire de la gauche. Est-ce que vous l'êtes toujours et sous quelle modalité? Oui, moi j'ai dit, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, j'ai dit que j'étais pour la réduction du nombre de députés. C'est à notre programme de 2017, donc je souhaite que ce soit mis en œuvre. On avait dit environ 400 députés. J'avais dit sur 400, il pourrait y en avoir 100 élus à la proportionnelle. Donc par dose, un quart, pas la proportionnelle voilà. intégrale. Non, parce que, alors, à une époque, j'ai pensé que la proportionnelle intégrale pourrait avoir l'avantage de représenter tout le monde et d'obliger les uns et les autres à chercher des coalitions. Hein, c'est justement ce que je disais tout à l'heure sur le fait de ne pas être chacun arc-bouté. Mais il faut reconnaître que quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins qui pratiquent la proportionnelle intégrale, même dans des pays où il y a une culture très ancrée, et notamment une culture du compromis, l'Allemagne, par exemple, qui pratique ce régime depuis 1949, eh bien, malheureusement, elle touche les limites aujourd'hui et les blocages. Pourquoi? Parce que des forces extrémistes, populistes, simplistes ont émergé, ont évidemment du coup des députés, et que comme ces forces refusent le jeu des alliances et que les autres forces politiques n'ont pas non plus envie d'alliance, eh bien, ça amène à des blocages. L'Espagne, autre voisin qui pratique la proportionnelle, se retrouve aussi quand même en grande difficulté, même en ayant refait les élections, etc. Donc je pense qu'avoir un mix des deux, avoir essayé de combiner les effets, les avantages du scrutin majoritaire avec les avantages du scrutin proportionnel, sachant que les deux ont des inconvénients par ailleurs, eh bien, ça permettrait peut-être de trouver un équilibre. Il y a une autre question au niveau de la réforme des institutions qui surgit de plus en plus. La vie parlementaire peut parfois paraître un peu complexe, abstraite de l'extérieur, pour ne pas dire lente et déconnectée. Dans ces conditions et avec le retour d'un certain antiparlementarisme, est-ce que l'existence du Conseil économique, social et environnemental, voire du Sénat, dont les membres ne sont pas directement élus, se justifie toujours ? D'abord, vous avez raison sur un point, le Parlement français, comme d'autres parlements, mais parlons de la France, aujourd'hui est complètement à bout de souffle dans son fonctionnement. Il est à la fois faible dans ses pouvoirs réels, c'est-à-dire l'influence réelle des parlementaires sur les lois, sur l'initiative des lois, sur l'amendement des lois ou sur le budget, et en même temps, il est extrêmement sclérosé et lent dans sa procédure. Alors, il y a des députés ou des sénateurs qui pensent que plus c'est lent, plus ils ont de pouvoir. Ils disent quand même, parce que c'est la logique du grain de sable, ils disent un jour peut-être qu'on met un grain de sable dans la mécanique, on l'oreille, et notre pouvoir, en fait, c'est d'être un grain de sable, notamment quand on est dans l'opposition. Hein. Ça, évidemment, c'est ce qu'on pense davantage. Ça n'est, à mon avis, ça ne fait que mettre en scène la faiblesse, pour ne pas dire souvent l'impuissance du Parlement. D'ailleurs, des gens, vous vous souvenez, l'été dernier, la grande victoire, avoir paralysé la réforme institutionnelle. La belle affaire, les Français nous demandent, et là, révolte des Gilets jaunes, qui est une révolte sociale, anti-impôt, etc., mais enfin qui est aussi une révolte sur la crise démocratique. Et là, on a quoi à leur répondre? Ah ben nous, l'été dernier, on y avait réfléchi, mais on a tout arrêté à cause de l'affaire Benalla.
dites donc, hein, c'est vrai que ça valait le coup, hein, quand même, les agissements d'une personne, de faire une guérilla telle que la réforme des institutions, on l'a bloquée. Grande victoire, hein, on a bloqué la réforme des institutions. Grande victoire démocratique. Et je pourrais vous donner des exemples comme cela en grand nombre. Moi, j'ai été donc élu député en 2007. On a fait une réforme en 2008. On a dit il faut que les textes soient d'abord examinés en commission. C'était déjà le cas, mais que quand on vote un amendement en commission, il est intégré au texte. Et donc, arrive en séance un texte qui a déjà fait l'objet de tout un travail important. Donc, ça va aller plus vite. Donc, en séance, on va pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Il y aura eu des débats plutôt avec les spécialistes en commission. Puis, en séance, on n'aura que les grands débats. Donc, ça partait d'une bonne idée. On se dit, tiens, c'est bien. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On a les débats en commission, et puis on les double en séance. Et même, c'est pire, comme on a fait, par exemple, 500 amendements en commission, ben, il y en aura au moins 1000 ou 1500. Maintenant, on ne sait même plus où s'arrête le coefficient multiplicateur en séance. Que ça donne des idées aux autres députés qui disent « Ah, mais tiens, là, il avait... on va en déposer encore plus. » Et puis les batailles qu'on a faites en commission, on les refait en séance. Et donc, c'est la répétition. Et ça, on le fait à l'Assemblée, puis au Sénat, une fois, 2 fois, voire ça peut aller jusqu'à 3 fois. Mais 3 fois x 2, hein, puisque c'est en commission et en séance. C'est complètement aberrant. Moi, je l'ai dit quand j'étais président de l'Assemblée nationale, on organise le dysfonctionnement. Donc, alors quand je dis ça, certains me disent « Ah oui, il veut affaiblir le Parlement ». C'est l'efficacité. Moi, je revendique, depuis toujours d'ailleurs, alors on peut me critiquer sur certains choix politiques qui n'ont pas été guidés par des grandes positions de principe, mais par la recherche de l'efficacité. Eh bien, au Parlement, on doit rechercher l'efficacité. Le Parlement se grandira en étant efficace et en démontrant son efficacité sur le travail législatif ou sur le travail d'évaluation et de contrôle de l'action du gouvernement, notamment sur le budget ou sur l'exécution du budget ou sur d'autres politiques. Donc ça, je pense qu'il faut absolument le faire. Et j'allais dire, c'est maintenant que jamais. En tout cas, là, on a une occasion en or. Les Français nous le demandent. Après, est-ce qu'il faut supprimer le CESE ? Bon, moi, je serais plutôt, par certains côtés, je pense en effet qu'il faudrait trouver en tout cas des formules vraiment nouvelles, parce que là aussi, c'est en voie d'épuisement, hein, ce système de représentation des corps intermédiaires, mais avec des personnalités qualifiées. Enfin bon, sur le Sénat, là, moi, je ne fais pas de démagogie. Je pense qu'avoir 2 chambres, c'est une bonne chose, car en effet, il y a des moments où il faut un peu équilibrer. Mais attention, pas 2 chambres qui ont exactement les mêmes pouvoirs ou qui refont les mêmes débats 2 ou 3 fois. Hein, moi, j'avais dit une lecture à l'Assemblée nationale, une lecture au Sénat, et les 2 chambres se réunissent en petit comité pour voir si ça arrive à se mettre d'accord. Si ce n'est pas le cas, ça revient à l'Assemblée nationale, et le choix, c'est celui des électeurs du suffrage universel direct, et on s'arrête là. Hein, on ne le refait pas 2 fois, 3 fois dans chacune des chambres. Alors nous arrivons à la fin de ce débat. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions. Et on va désormais passer aux questions du public. Donc, comme toujours, nous vous remercions à l'avance de bien vouloir vous lever, vous présenter, de poser une question unique et concise. Et pour commencer, on va quand même donner la parole à notre partenaire, le journal La Tribune. Bonsoir à toutes et à tous. Voici la question de la rédaction de La Tribune pour François de Rugy. La taxe carbone a été à l'origine de la crise des Gilets jaunes. Est-ce qu'à l'issue du grand débat, vous pensez possible de voir revenir le débat sur la fiscalité écologique, et à quelles conditions? Est-ce qu'une taxe carbone intégralement redistribuée aux ménages et aux entreprises pour les aider à s'adapter à la transition écologique et énergétique est encore possible? À quel horizon? Est-ce que dès le prochain budget, vous pourrez nous faire des annonces à ce sujet afin de répondre à la pression grandissante? Au-delà des gilets jaunes, il y a les gilets verts aussi aujourd'hui qui sont dans la rue. Merci beaucoup. Réponse oui. Moi, je pense que oui. Après, c'est ma position. Hein, je le dis très clairement. Le gouvernement n'a pas arbitré à ce stade sur comment reprendre la trajectoire de hausse progressive de la taxe carbone. Puisque tout le monde était d'accord pour dire si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut donner un prix au carbone. La COP 21, un de ses engagements, c'était de dire il faut donner un prix au carbone. D'ailleurs, quand on disait ça, un certain nombre de gens disaient très bien, mais les politiques seront incapables de le faire, n'auront pas le courage de le faire, etc. Nous, on est un des pays qui l'a fait. En Europe, très peu l'ont fait. Dans le monde, quasiment personne ne l'a fait. La Suède a une taxe carbone de 100 € la tonne, mais a commencé dans les années 90. Nous sommes à 45,5 € la tonne. Bon, il faut avoir une trajectoire progressive. On peut discuter du rythme, mais c'est évident que si on veut orienter les investissements, on parle de décarboner l'économie. Enfin, j'espère qu'ici, on en parle, au moins autant, sinon plus qu'ailleurs. Eh bien, pour décarboner l'économie, il faut bien qu'à un moment donné, on renchérisse
le prix de tout ce qui émet du carbone et que cela permette de donner un avantage compétitif à ce qui en émet moins. Voilà, et ça, vous pouvez prendre le problème par tous les bouts. Vous pouvez prendre le problème de la voiture électrique. Moi, je me souviens du patron de Renault, quand il a lancé le programme voiture électrique, il disait c'est valable pour un prix du pétrole à $120 le baril. Voilà, ça commencera à devenir compétitif avec un prix de $120 le baril. Est-ce qu'on attend que ce soit le marché qui le fasse tout seul, que ce soit les négociations entre l'Arabie Saoudite et d'autres pays producteurs de pétrole, ou est-ce qu'on dit, nous, on le fait par un choix politique progressif et on donne la trajectoire pour que les gens aient le temps de s'adapter et par ailleurs, comme c'était dit dans la question, qu'on utilise cet argent pour s'adapter, pour faciliter l'adaptation? Moi, je pense que oui. Après, c'est un débat parce que, évidemment, on est dans un pays où le niveau des impôts est déjà très élevé. Donc, il y a aussi la question de savoir s'il y a d'autres impôts qui baissent. Par ailleurs, les prix des carburants peuvent être élevés sans taxe parce que si sur le marché ça augmente, donc il faut peut-être aussi avoir une clause qui permet de stopper, voire de baisser les taxes lorsque les prix augmentent fortement. Voilà, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Donc nous allons prendre quelques questions du public. Bonsoir, Monsieur le Ministre de la Transition écologique. J'ai quelques notes. Je suis ravie de vous voir ce soir parce que, d'abord, je vous ai envoyé un courrier recommandé en octobre dernier, mais je sais qu'il y a des restrictions budgétaires dans le public aussi, donc les stylos doivent être chers, sûrement, parce que je n'ai pas eu de réponse. Bien, moi, je viens vous dire que je suis une survolée à basse altitude, à 17 km de Roissy, depuis plus de 21 ans. C'est 500 avions, jour et nuit, de CDG bien sûr, kérosène non filtré, non taxé. 1 litre de kérosène, c'est 0,48 € quand même, il faut le savoir. Et 1 heure de vol d'un A320, c'est 5300 litres. On imagine, peut-être que tout le monde ne le sait pas, la pollution, c'est considérable. À force, à bout, c'est dans ma cave que je me suis réfugiée pour dormir depuis 12 ans. Alors la transition écologique, pour moi, elle est synonyme de toujours pire. Dormir et respirer sont des options. Pour être isolé dedans, pour s'isoler de la nuisance sonore, il faut des moyens dedans. Et dehors, de toute façon, on n'a pas de paupières, ni sur les oreilles, ni sur les narines. Donc, c'est une catastrophe. Et pour compléter ce tableau assez sombre, comme vous le savez, ADP projette un terminal 4 à Roissy qui double sa capacité d'accueil. Nous sommes plus qu'inquiets. Nous allons être achevés. Mais comme tout, il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Or, c'est toujours ceux qui ne vivent pas qui décident. C'est dommage, parce que nous, on est très, très inquiets. La privatisation aussi. Donc, ma question est, Monsieur le Ministre, de quelle volonté allez-vous vous saisir pour regarder en face cette réalité terrible pour les vivants sur Terre et pour qu'ils cessent d'être condamnés? Prendre l'avion n'est pas vital dans la Déclaration des droits de l'homme. Franchement, il n'y a pas ça. Il y a dormir et respirer. Mais il n'y a pas à prendre l'avion. Et l'économie, ce n'est pas la vie. Elle sert la vie. Elle ne la dessert pas. Donc, je vous remercie de me répondre et j'aimerais bien qu'on cesse de nous prendre notre avenir. Merci. Alors, tout d'abord, si vous n'avez pas eu de réponse à votre courrier, j'imagine qu'il portait sur ce sujet. J'en suis désolé. Et non, ce n'est pas une question de restriction budgétaire. En l'occurrence, c'est plutôt une question d'organisation. Parce que nous en recevons beaucoup des courriers et en tout cas moi je souhaite qu'on puisse y répondre. Comme vous le savez, sur la question des nuisances aéroportuaires, des nuisances aériennes, enfin les nuisances aériennes elles sont autour des aéroports bien sûr, elles sont mesurées en France et il y a une autorité, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, la CNUSA, dont moi je souhaite qu'on renforce ses moyens d'ailleurs, de même qu'on renforce les amendes qui sont prévues pour les compagnies aériennes qui ne respectent pas les couloirs de vol, les heures, enfin toutes les règles qui existent quant à la circulation aérienne pour limiter l'impact sur l'environnement humain, en l'occurrence, c'est-à-dire les personnes qui habitent à proximité des aéroports.
C'est un sujet extrêmement difficile et je sais que Roissy, c'est le plus gros aéroport de France, donc c'est celui sur lequel, évidemment, il y a potentiellement le plus de nuisances autour. Il y a aussi le problème d'Orly. J'imagine que vous êtes peut-être en contact aussi avec des associations, des habitants riverains d'Orly, il y a quelques semaines d'ailleurs, qui manifestaient avec des élus locaux, d'ailleurs, à côté d'Orly. Mais c'est le cas aussi, je suis, comme vous le savez peut-être, natif, ça a été rappelé tout à l'heure, de Nantes, élu de Nantes, où il y a eu beaucoup de débats autour d'un projet d'aéroport. Et il y a l'aéroport qui est maintenu à quelques kilomètres du centre-ville et donc qui, évidemment, dans la mesure où le trafic augmente beaucoup, génère aussi des nuisances et des inquiétudes autour de ces nuisances. Moi, je souhaite que l'on puisse tout faire pour réduire ces nuisances, y compris en étant contraignant avec les compagnies aériennes, contraignant de diverses façons, contraignant sur les normes en matière de bruit, heureusement, mais c'est une piètre consolation, bien sûr, pour les riverains immédiats, mais c'est quand même une trajectoire de progrès dont il faut se féliciter. Heureusement, l'industrie aéronautique a fait des progrès dans le bruit des avions, mais pour autant, ça ne suffit pas, parce que dans le même temps, le trafic aérien a augmenté. Et par ailleurs, bon, moi, je ne vais pas faire de promesses sur le fait qu'on va interdire le trafic aérien demain, ou on va le contingenter d'une telle façon qu'il n'y aura plus de nuisances autour de Roissy. Il faut à la fois, là aussi, il faut à la fois, et ce n'est pas du tout un jeu de mots, c'est vraiment une réalité absolument incontournable, renforcer les règles, les contrôles. Moi, j'assume la part de contrainte dans l'écologie. Il y a des gens qui voudraient qu'on fasse de l'écologie sans contrainte. Il n'y a pas de progrès, d'ailleurs, sans contrainte. Dans l'histoire de l'humanité, les progrès viennent d'un certain degré de contrainte, et la démocratie, c'est de dire où est-ce qu'on place collectivement le degré de contrainte. Et en effet, ça ne peut pas être que, je suis désolé de le dire comme ça, mais il faut quand même le dire, ça ne peut pas être que les riverains des aéroports, évidemment, qui décident. Vous disiez, ceux qui décident, c'est ceux qui n'habitent pas à côté des aéroports. Vous savez, moi, à Nantes, j'ai toujours habité sous la trajectoire d'atterrissage des avions, donc j'assume aussi cela. Mais pour autant, il faut qu'on soit capable, on ne doit pas ignorer le droit des habitants qui sont non loin des aéroports, surtout, comme vous l'avez dit, quand il y a des perspectives souhaitées assez largement d'augmentation des capacités, par exemple, de Roissy. Donc, oui, mais souhaitées par ceux qui prennent l'avion et par tous ceux qui pensent que, peut-être à tort, hein, mais que le trafic aérien supplémentaire apporte aussi du développement économique, touristique, etc. Bon. Donc, moi, je souhaite qu'on renforce, quand je dis les contraintes, c'est bien sûr les normes, les règles d'atterrissage, décollage, etc., les contraintes sur les vols de nuit et aussi les contraintes financières, c'est-à-dire les taxes perçues sur les atterrissages et décollages, donc sur les billets d'avion à la fin, hein, pour financer les travaux, soit même l'indemnisation des propriétaires qui souhaitent déménager et qui sont dans les périmètres les plus proches et donc qui sont les plus soumis au bruit, et sinon pour ceux qui souhaitent ou qui peuvent faire des travaux d'isolation, que ce soit financé. Je sais qu'aujourd'hui le niveau de financement n'est pas encore suffisant, même si certains propriétaires peuvent bénéficier jusqu'à 80% de financement de leurs travaux d'isolation. Ce n'est pas encore suffisant. Le président de l'autorité de contrôle de nuisances aéroportuaires, je l'ai reçu, il fait partie en quelque sorte du périmètre de mon ministère, et nous avons discuté ensemble des mesures qu'il faudrait prendre pour renforcer la protection des populations. C'est un équilibre à trouver qui n'est pas facile à trouver entre le transport aérien d'une part et la protection des habitants qui sont proches des aéroports. Moi, ma volonté, c'est clairement de permettre à ceux qui veulent quitter leur logement dans ces secteurs-là de pouvoir être indemnisés correctement et qu'ensuite leur logement soit détruit et qu'il ne soit plus habité, parce que sinon c'est un problème sans fin qui malheureusement que l'on constate encore au bord de beaucoup d'aéroports français, pas simplement les deux plus importants que sont Orly et Roissy. Peut-être prendre encore une question. Monsieur le ministre, il y a 10 jours, je vous demandais comment vous comptiez transformer Total au débat des grandes écoles à l'ESCP.
au vu des études scientifiques, et après oui, vous aimez les études scientifiques, qui sont menées par le GIEC pour, comme vous le souhaitiez, comme vous nous le disiez, décarboner l'économie. Donc vous me répondiez que vous étiez prêt à transformer les secteurs de l'économie, comme vous le faites déjà pour le charbon, et je m'en réjouis. Cependant, je me permets de vous reposer la question du cas de Total. Comment comptez-vous allier le pragmatisme environnemental, et il en va là de la survie de l'humanité, et le pragmatisme économique, dont on parle bien souvent? Que prévoyez-vous pour transformer dans les 5 ans, comme le préconisent les experts du GIEC, les 98 000 employés du groupe Total, sachant que, pour rappel, l'investissement dans l'exploration pétrolière du groupe est stable, voire en progression, toujours, et à hauteur de 17 milliards d'euros par an. C'est la moitié du budget du ministère de la Transition écologique. Merci. Vous avez bien posé l'ampleur du sujet, que ce soit, c'est en plus, je crois, Total est le premier groupe français pour sa capitalisation boursière. Donc ça en dit long évidemment sur son poids économique. Ce n'est là aussi pas une transition en un jour. Je note d'ailleurs les évolutions. Moi, j'avais rencontré il y a une dizaine d'années le PDG de l'époque, M. Desmarais. Et il disait, non, dis-moi, je n'irai pas voir mes actionnaires en leur disant on va changer de modèle. Nous avons un business model qui est florissant, qui est fondé sur des réserves importantes, qui voient leur valeur augmenter, et donc il n'y a aucune raison que nous changions. Son successeur, M. de Margerie, lui avait un discours un petit peu différent. Déjà, il avait d'ailleurs choqué beaucoup les Français. Ça avait suscité, alors qu'on ne parlait pas des gilets jaunes à l'époque, mais une réaction assez vive. Il avait dit un jour en France, l'essence sera à 2 € le litre. Et il faut se préparer à une essence à 2 € le litre. Lui le disait plutôt par rapport à l'évolution du marché mondial, demande en hausse, qui, à un moment donné, créerait des tensions sur les prix. Ça avait suscité un tollé, en disant c'est un scandale, c'est Total qui veut s'en mettre plein les poches. Ensuite, M. Pouyanné, qui lui a succédé, a lancé un plan sur le fait de progressivement baisser l'impact carbone de son activité en développant d'autres activités que le pétrole. Déjà le gaz, qui émet un peu moins de CO2, et puis surtout les énergies renouvelables, puisque le groupe Total se lance à grande échelle avec ses moyens importants dans le développement, par exemple, de l'énergie solaire ou de l'énergie éolienne. Donc c'est une évolution qui est encore sans doute trop lente, et évidemment quand on a une telle réserve de pétrole et que ça a une grande valeur économique, on est encore évidemment tenté de l'exploiter. Moi, c'est pour ça que je pense que c'est les règles politiques que nous fixerons au niveau international, au niveau européen et aussi au niveau national que nous orienterons cette transformation et qu'en quelque sorte nous forcerons, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des grands groupes internationaux à se transformer pour sortir de cette économie pétrolière. Bien, monsieur le ministre, c'est la fin définitive de ce débat, le temps passe. Merci encore d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Demain, nous recevrons votre collègue du gouvernement, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Vous lui poserez la question sur la taxe carbone. Hein. Nous lui poserons la question. Et en attendant, nous invitons tout le monde à se diriger vers la cafétéria pour le cocktail. Merci beaucoup.